En ce jour de rentrée, des centaines de milliers d'élèves donc ont enfilé leur sac à dos, sans doute encore déjà assez lourd, pour leur première journée d'école. D'autres le feront au cours de la semaine. Mais cette année encore, la rentrée est compliquée par la pénurie d'enseignants et de personnel de soutien. En tout, 3 800 enseignants sont encore manquants à l'échelle de la province. Mais le ministre de l'Éducation voit le verre, on peut dire, à moitié plein. On l'écoute. Pour ce qui est du Québec, on est à 96 des postes comblés pour les enseignants. Demain, on aura des nouveaux chiffres. Je pense que ça va être encore mieux. Alors, on a travaillé très fort pour donner à nos enfants la plus belle rentrée scolaire possible. Et puis, les signaux qu'on a présentés. Dans quelques minutes, nous parlerons des défis de recrutement et de rétention de personnel, de l'impact de cette pénurie sur les enfants avec Simon Bucci-Wheaton et une professeure en gestion scolaire, Geneviève Sirois, qui elle-même a été enseignante. Mais on joint d'abord, elle est en studio avec nous, Marois Risky, porte-parole du Parti libéral en matière d'éducation. Bonsoir, Marois Risky. Bonsoir. Juste mentionner que M. Drainville n'était pas disponible pour nous ce soir. Alors, il se fait rassurant, la plus belle rentrée scolaire possible. Est-ce que ça vous rassure? Bien, je pense que les parents, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est au-delà de la rentrée scolaire, est-ce qu'ils vont avoir un enseignant qualifié pour leur enfant tout au long de l'année? Et je tiens à le préciser, tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que souvent, malheureusement, lorsqu'on est à la fin et qu'on cherche des enseignants, c'est souvent malheureusement des suppléants pour le premier mois, deuxième mois, ou des fois même des enseignants à la retraite qui disent « Moi, je peux venir vous dépanner le premier ou deuxième mois, mais vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre par la suite. » Alors, c'est ça qui est le vrai défi pour le ministre de l'Éducation, c'est s'assurer d'avoir un titulaire de classe pour l'ensemble de l'année. Et pour lui, il semble que ce soit moins un problème que les autres années passées, que c'est une grande amélioration sur le psychodrame qu'on a vécu l'année dernière, avec aussi la négociation de la convention collective qui semblait améliorer la situation. Bien, je dois vous avouer que si on parle dans les chiffres l'année passée, le psychodrame, M. Drainville était quand même un petit peu l'artisan de ce psychodrame parce que le jour même, il sortait avec des chiffres qui étaient périmés et qui dataient d'une semaine. Alors, quelques heures par la suite, il avait été démenti par le réseau scolaire et les chiffres avaient descendu drastiquement. Là, aujourd'hui, l'exercice d'avoir le fameux tableau de bord, c'est intéressant, mais on met beaucoup l'emphase, à juste titre, sur les enseignants, mais une école n'est pas composée uniquement d'enseignants. Vous en avez fait référence au niveau du personnel de soutien. On peut penser, par exemple, aux techniciens en éducation spécialisée, qui est une denrée très rare dans une école, mais qui est combien essentielle. J'avais fait un reportage avec Radio-Canada sur le nombre de cas de violence à l'école qui avait explosé partout au Québec. Mais savez-vous quoi? Qui sont ceux qui sont appelés à gérer et à s'assurer à d'escalader des situations de violence? Ce sont les TES. Alors moi, j'aimerais ça qu'on m'explique aujourd'hui au Québec pourquoi que plus de 70 d'entre eux ont encore des contrats à temps partiel. Plutôt qu'avoir des emplois permanents pour assurer une stabilité. On va regarder les chiffres du gouvernement. Ceux d'aujourd'hui, vous avez entendu M. Drainville, il en annonce de nouveaux pour demain. Alors, personnel enseignant, il en manque à ce jour 3 858. Le personnel professionnel, c'est ce que vous évoquez, Mme Risky, 705. Personnel de soutien, 3 722. Donc, il manque près de 8 285 personnes. Mais le personnel de soutien, si on peut prendre un instant. Oui. Parce que les professionnels, c'est souvent les orthophonistes, les orthopédagogues. Mais le personnel de soutien, ce sont les personnes les plus essentielles. Ils ouvrent et ferment l'école. Vous pouvez penser l'entretien ménager, vous pouvez penser au secrétaire, vous pouvez penser aussi au service de garde, qui est un service pour les parents, pour bien des parents, un service pratiquement essentiel, mais aussi les techniciens en éducation spécialisée. Et c'est d'un bon chiffre qui est très important. On ne peut pas aujourd'hui, en 2024, payer un loyer, faire son épicerie avec un emploi à temps partiel. Alors, c'est pour cela qu'on a de la difficulté à combler ces postes qui sont encore affichés à temps partiel. Quel est le défi, selon vous? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup entendu, ils sont non qualifiés, parce qu'il y a une grosse proportion là, de non qualifiés en vertu des exigences d'avoir un brevet en enseignement, mais ils sont compétents. Je pense que c'est important d'utiliser les bons termes, oui, parce que on a 3 différentes catégories. Les légalement qualifiés qui ont un brevet d'enseignement, donc qui ont complété les 4 années d'université. Et on a ceux qui sont qualifiés, mais qui ne sont pas légalement qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont un baccalauréat et que présentement
vont chercher leur brevet. Alors, accélérer sur la... Oui, oui. Et savez-vous quoi? On a besoin d'eux. Oui. Et on peut penser, par exemple, à une personne qui peut avoir étudié en psychologie, elle peut avoir étudié en chimie, en physique, en géographie, et va aller chercher des compétences en pédagogie et qui est déjà sur les banquettes d'école avec nous, en train de gérer les élèves, et qui va aller chercher d'autres compétences pour obtenir ce fameux brevet d'enseignement. Donc ça, ils sont qualifiés. Ils ne sont juste pas légalement qualifiés, la petite nuance. Et ce que moi, j'ai toujours dénoncé, c'est les autres catégories, le fameux 18 ans et plus, donc un adulte dans une classe. Ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est la majorité des suppléants? Non, ce n'est pas la majorité des suppléants et ce n'est pas non plus la majorité de ceux qui ont des postes. Loin de là, je tiens à rassurer les parents, heureusement. Mais on ne peut même pas se permettre d'avoir une personne qui a tout simplement un secondaire 5 et j'ai fait une demande d'accès à l'information à cet effet et on a découvert que oui, il y a eu des enseignants qui avaient simplement un secondaire 5, ce qui est inacceptable au Québec. Seulement un secondaire 5. Après ça, on se demande, on a des difficultés en français. Alors, on peut... Il me semble ouais. qu'avec tous les outils que nous avons, les programmes universitaires qui existent, on est capable d'élever la barre. Évidemment, le ministre ne peut pas inventer des enseignants ni des orthopédagogues du jour au lendemain. Il y a eu maintes réformes dans les 20-30 dernières années. Le défi numéro 1 pour vous, par où ça commence, la recherche de solutions? Pour moi, c'est un petit peu de se décoller le nez de la vitre. Quand on est un élu, et encore plus comme ministre, il faut aussi prévoir. Et je ne vous demande pas d'être devin, mais il y a un chiffre qui circule depuis maintenant plus d'1 an. 40 des enseignants prendront leur retraite d'ici 2030. N'ajustez pas votre appareil. Dans 6 ans. C'est énorme. Exactement. Ça commence 40 sur près de 100 000 enseignants. Oui, c'est énorme. Ça, ouais. Et nos universités ne peuvent pas produire 40 000 ou 30 000 enseignants. C'est beaucoup. Alors, il va falloir s'assurer peut-être d'avoir des meilleurs moyens de rétention, s'assurer qu'il y a moins d'enseignants qui vont avoir des départs à la retraite hâtifs. Ça, c'est le vrai défi qu'on a aujourd'hui en éducation. Première des choses, si j'étais ministre de l'Éducation, vous ne posez pas la question, mais moi, je vais me la poser. Qu'est-ce que je fais? C'est une question que je pose de temps en temps, mais comme les élections ne sont pas demain... Mais il me semble que ce serait impératif d'asseoir l'ensemble des facultés d'éducation du Québec ensemble, puis de dire on n'a pas le droit d'échouer. On doit trouver des solutions et des mesures musclées. Et ça ne pourra pas être tout simplement le fameux 12 000 $ pour retenir des enseignants qui sont à la retraite. On a entendu le gouvernement, à l'occasion, au fil des derniers mois, que ce soit en santé ou en éducation, dire que c'est les ratés des derniers gouvernements, puis inclure là-dedans, évidemment, le PQ et le Parti libéral. Ça fait longtemps qu'on aurait dû penser à ces problèmes-là. Écoutez, ça, on peut tomber là-dedans et on va pouvoir... Les gens qui veulent le faire, moi, je pourrais dire, bien, parfait, M. Drainville était au PQ, M. Legault était ministre de l'Éducation au PQ. Mais moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est de dire quelles sont mes urgences au Québec national. J'ai, en ce moment, des cas de violence qui s'aggravent dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les ressources professionnelles pour les aider. On manque d'enseignants. On a beaucoup de départs sur la CNESST de tous les personnels qui sont... On parle de 10 000 absents. Ça, pour ces cas d'invalidité, mais quand on regarde le nombre de réclamations à la CNESST, elles sont en hausse. Oui. Alors, tout ça, c'est un enjeu crucial. Alors, moi, d'aller dans les combats politiques, de dire qu'est-ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans, ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, je peux vous dire quels sont les vrais enjeux et comment on peut tous ensemble travailler pour régler cette situation. Normand Baillargeon parlait dans son article samedi dans Le Devoir, c'est un grand spécialiste et philosophe de l'éducation, d'un drame national urgent d'agir. Il identifiait certaines pistes et plusieurs réclament une nouvelle commission parents. Pour vous, ce serait important? Bon, on l'a demandé. On a demandé un forum. Ils ont tenu un forum à huis clos. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Marois Risky, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis confiante d'avoir plusieurs adultes. Est-ce que j'aurai tous les adultes dont j'ai besoin? Je me croise les doigts, mais cependant, encore cette semaine, comme je vous dis, là, il y a des efforts de recrutement qui sont faits. Ce qu'on essaie de faire présentement, ce sur quoi on travaille, c'est de donner à nos élèves des enseignants qualifiés le plus possible. Et s'ils ne sont pas qualifiés, d'avoir des enseignants qui sont compétents et qu'on pourra éventuellement qualifier. Jour de rentrée, une des déclarations du ministre Drainville aujourd'hui, qui, je le rappelle, a décliné notre invitation. Mais en plus des postes non comblés d'enseignants, il y a l'enjeu des enseignants non légalement qualifiés. Qualifiés, compétents, pas compétents, on va en parler à l'instant. Il faut prendre en compte aussi les suppléants. Ils étaient plus de 30 000 à œuvrer dans les écoles du Québec, ça sans brevet en 2021. J'ai deux invités
très impliqué dans la situation actuelle où Simon Boucher-Wheaton fait partie des enseignants sans brevet. Il est en cours de formation pour l'obtenir. Il a eu sa première journée d'école aujourd'hui avec ses tout-petits du primaire. Il a publié « Mais pourquoi l'école ?» préfacé par Normand Baillargeon. Et donc, bonsoir, M. Boucher-Wheaton, bienvenue. Et en dehors du studio aussi, il y a ses deux enfants de 9 ans et 10 ans qui ont vécu aussi, ou qui vont vivre demain leur première journée d'école. Geneviève Sirois est professeure en gestion scolaire à l'Université de TÉLUQ, elle est professeure associée à l'Université Laval, spécialisée en pénurie d'enseignants. Et je le dis tout de suite, bonsoir Mme Sirois, c'est que vous êtes une enseignante brûlée il y a 15 ans parce que vous étiez formée pour enseigner une matière, puis on vous a fait enseigner toutes sortes d'autres matières, puis ça vous a mis à bout, puis vous avez choisi d'approfondir la question en étudiant la pénurie d'enseignants. Est-ce que c'est le plus gros problème qui nous guette actuellement? Bien, je pense que c'est un des problèmes majeurs de notre système éducatif, oui, tout à fait. Oui. Vous avez une petite qui rentre à la maternelle aujourd'hui. Oui. Comment s'est passée sa première journée de maternelle? Très bien. Elle a une enseignante d'expérience. Qui va rester toute l'année. Et bien, j'espère qu'elle va rester, mais c'est sûr que de voir aussi que c'est quand même une enseignante qui, je pense, est à la maternelle depuis plusieurs années, donc, bon, c'est bon signe. C'est bon signe. Mais on espère toujours que c'est ça. C'est pas juste le moment de la rentrée pour moi, c'est vraiment toute l'année l'enjeu de la pénurie d'enseignants et des enseignants qui quittent. Oui. Donc, et les chiffres qu'on voit actuellement, ils vous inquiètent? Bien, oui, ça m'inquiète, mais pour moi, en plus, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, ces chiffres-là qu'on regarde ce matin. Par exemple, 3 000 enseignants, il faut se rappeler qu'on a 72 centres de services scolaires différents. Donc, là, on regarde 3 000 enseignants, mais quelle est la situation à Montréal? Quelle est la situation à Côte-Jouac? Ça veut rien dire, déjà. Et puis, bien, c'est pas juste au jour 1 qu'on veut un enseignant, là, quelqu'un devant la classe. Là, on ne dit plus un adulte, mais bon, on comprend quand même que c'est ça. On en veut un toute l'année. Et moi, je sais très bien que dans 2 semaines, les écoles, si une enseignante vient voir sa direction pour lui annoncer qu'elle est enceinte, on n'a plus personne là, pour la remplacer. Donc là, on part à la recherche. Donc, c'est vraiment toute l'année, cet enjeu-là. Donc, oui, ça m'inquiète. Et ça dure depuis un moment. Et vous avez publié « Mais pourquoi l'école? » Oui. Vous êtes devenu enseignant. Racontez-nous un peu. Situez-vous par rapport à ce métier Vraiment, d'enseignant. du jour au lendemain, ma conjointe m'a appelé pour me dire qu'il manquait enseignante. J'avais déjà un bac. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à être dans une classe de 6e année. Et j'étais tellement à tous les jours fâché que j'ai fini par écrire le livre « Mais pourquoi l'école? » pour essayer de faire un peu de mon côté une commission parents 2.0, pour essayer de trouver c'est quoi le rôle de l'école en 2024. Qu'est-ce qu'on veut pour l'école? Qu'est-ce qu'on veut pour nos profs? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Parce que vous étiez déjà animateur culturel, vous avez déjà un métier. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et là, vous faites le brevet, parce que pour M. Drainville et M. Legault, êtes-vous compétent? Vous êtes qualifié, pas qualifié? Vous êtes où, vous, là-dedans? Là? Tantôt, on parlait aussi avec Mme Risky, compétent, non compétent, légalement qualifié. C'est correct, là. On peut être légalement qualifié, mais être incompétent aussi. Là, sauf qu'on peut être non légalement qualifié, compétent. Il y a plusieurs... Je pense qu'avec une formation continue, c'est là qu'on devient compétent aussi. Avec la TÉLUQ, vous suivez ça? Avec la TÉLUQ, avec n'importe qui vont nous former pour devenir pédagogue. Et vous avez, depuis que vous l'avez entrepris, ce brevet, est-ce que ça améliore votre... Oui, c'est sûr. Là, statut, exactement. C'est des cours de didactique qui nous facilitent la tâche. Alors, parlez-nous de votre première journée d'école comme enseignant au primaire. Oui, mais je ne vais pas parler de ma situation en général, mais je vais plus parler de 3 jours pédagogiques pour débuter. C'est beaucoup trop peu pour ceux qui ont des statuts précaires, ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont des retraités qui veulent venir aider. 3 journées pédagogiques pour venir travailler et monter la classe, c'est souvent des nouvelles classes. Il n'y a pas de matériel souvent dans la classe. Il n'y a pas de littérature jeunesse. Il faut avoir toutes les rencontres du personnel. Parce que vous changez à chaque année. Bien, c'est ça. Là. Ça achève, je pense. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment d'année en année, on change d'école. Donc, c'est toujours à refaire. Ici, on n'a jamais fait le niveau non plus. Il faut apprendre un nouveau niveau. Puis c'est... Là, vous êtes à quel niveau? Première. C'est votre première année? Oui. C'est différent de la 6e? Oui, effectivement. Alors? Oui. Bien, c'est pour ça que je remets souvent, dans le livre aussi, je parle de la formation de l'enseignant comme quoi que de la première à la 6e, il y a
tellement un monde de différence qu'il faut repenser ça aussi. Dans la vie, c'est une génération, de toute façon. Exact. C'est ouais. exactement. Donc, oui. Et en même temps, la question de la qualification, est-ce qu'il y a des parents, certainement, qui peuvent être inquiets de la façon dont on aborde leur enfant, dont on enseigne? Est-ce qu'ils ont raison d'être... Parce qu'il y a des années, pendant des années, on parlait juste du décrochage. On n'entendait que ça. On ne parlait pas de la pénurie d'enseignants. On aurait dû la voir venir, d'après vous? Oui, on aurait pu la voir venir. Une pénurie, là, il faut pas se leurrer. Là. C'est très mathématique. C'est de l'offre et de la demande. Donc, si la population, si la démographie augmente, s'il y a plus d'enfants scolarisés, c'est sûr qu'on va avoir un plus grand besoin d'enseignants. Si on ouvre des maternelles 4 ans, c'est sûr qu'on a un équivalent, finalement, d'enseignants qui va être nécessaire. Les retraites, c'est la base en planification des ressources humaines de manière générale. 40 Mme Ruski disait d'ici 40 effectivement, mais même ça, là, c'est des chiffres, c'est des estimations. On en a vraiment, avec assurance, là, des chiffres réels, très, sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, à peu près aucune idée. En plus, on n'est pas capable de savoir combien d'enseignants quittent réellement à chaque année avant l'âge de la retraite. Donc, on n'a pas ces chiffres-là. Non, on est vraiment là, un des systèmes éducatifs où on a, selon moi, absolument pas les chiffres pour gouverner avec, justement, de manière stratégique. Ce qu'on appelle en gestion la planification stratégique. Et vous, des ça fait ressources 15 humaines. ans que vous étudiez cette question-là, puis la situation s'est détériorée depuis 15 ans? Absolument. Depuis 2017, on voit vraiment une détérioration importante liée à plusieurs phénomènes conjoints. Là. Dans le fond, la fin des retraites des baby-boomers, une augmentation du nombre d'élèves. Parce qu'un des problèmes soulignés par Normand Baillargeon, qui a préfacé votre livre et qui est une référence en éducation, puis qui a du recul, comme je l'ai comme observateur, il disait notamment, il faut revenir sur ce phénomène, essayer de comprendre pourquoi les enseignants quittent dans leurs premières années d'enseignement. Vous l'avez vécu vous-même? Absolument. Moi, j'ai quitté après 2-3 ans, effectivement. Moi, je pense que présentement, là, toute l'attention du ministère est sur on amène des gens vers le système éducatif, mais il y a quelqu'un qui m'avait apporté cette image-là que j'avais trouvée intéressante. On a beau remplir un bain, si on ne met pas le bouchon, il se vide. On va continuer de le remplir éternellement. Ouais. Bien, j'avais pris en note aussi, parce que j'ai lu l'article de Normand, et la pénurie ne date pas d'hier. Ça fait longtemps qu'elle existe. Pourquoi qu'elle est arrivée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Personne ne s'assoit. Personne ne prend le temps de dire, OK, on va prendre une pause 2 petites secondes, puis on va se dire, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre un plan à long terme. Oui. L'autre exemple, l'autre piste de solution qu'évoque Normand Baillargeon, et moi, j'ai fait des entrevues là-dessus depuis 1994 avec Mme Marois, M. Dujaillon, qui avait piloté cette réforme. Cette idée que quelqu'un qui a plein de diplômes en histoire, en littérature en français ou en mathématiques, désormais, ne pouvait plus nécessairement enseigner. Ça prenait d'abord 4 ans d'université en pédagogie. Et il y avait ici affrontement entre les biologues. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Parce que Normand Baillargeon semble approuver la formation rapide en brevet pour permettre à des gens compétents dans une matière d'enseigner cette matière-là. Moi, pour vrai, je suis vraiment d'accord, premièrement, parce que ça amène aussi différents horizons dans les écoles. En Ontario aussi, c'est comme ça. Tu as ton bac, tu vas aller te former après en pédagogie. Donc, ça fait en sorte que dans ton école, tu as une personne qui a un bac en psycho, bac en philo, bac en sociaux. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs visions et c'est pas des gens qui... Je ne veux pas dire que tout le monde est pareil, mais il y a une vision commune. Tandis que là, on voit autre chose. Là-dessus, Bien, moi, premièrement, je pense que ça dépend. Primaire et secondaire, pour moi, c'est très différent. Moi, quand je vois des personnes, par exemple, qui arrivent avec un baccalauréat en gérontologie, par exemple, ou en génie, et, bien, actuellement, c'est ce qui se passe. Et à qui on va donner l'équivalent d'1 an de formation. Je m'excuse, mais par exemple, l'apprentissage de la lecture... En français, pour enseigner le français. Oui, mais c'est pas ça présentement. Ça, c'est ça au secondaire. Bac en français, avec un programme court, vous allez enseigner le français au secondaire. Ça, moi, je suis parfaitement d'accord. Au primaire, l'enseignant doit enseigner toutes les matières. L'apprentissage des mathématiques, la didactique des mathématiques, comment le cerveau... C'est pas simple. Moi-même, j'ai 4 ans de formation comme pédagogue en français. Vous me dites demain matin, Mme Geneviève, vous allez aller enseigner à des petits de première année à apprendre la lecture. Il n'y en est pas question. Je ne peux pas, je ne sais pas comment faire ça. Même si
j'ai mes bases en pédagogie. C'est complexe enseigner. Ouais, alors, on va espérer que le ministre vous entend. Il ne faut pas être jovialiste, là. Ben il non. est très heureux de la rentrée. Bien, il fait ça parce que c'est une joute politique aussi en même temps, là, mais... Puis l'attraction, lui, il sert beaucoup des conventions collectives pour dire que le métier maintenant est attrayant. C'est pas une question d'attraction, c'est une question de rétention. Et j'ai hâte de voir, moi, justement, toutes ces nouvelles personnes qu'on amène vers l'enseignement, serons-nous capables de les retenir? Écoutez, vous avez été de formidables invités. Je vous laisserai parler. On pourra en parler longtemps, je pense. Oui, on va peut-être y revenir. on va se tourner vers vous encore. Merci beaucoup, M. Boucher-Wittel, Mme Serbois. Merci. Et bonne rentrée quand même. Ben oui, on le fait pour les enfants. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.